La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Bonjour à tous les amis, on est évidemment ravis de vous retrouver. Et là, je me rends compte que je viens de faire une introduction de youtubeur finalement, mais c'est ce qu'on dit le plus souvent. Bref, on s'en fiche, c'est pas très important. Aujourd'hui, enregistrement un peu particulier, surtout pour un d'entre nous. Vous devinerez qui ensuite. Et évidemment, on voulait vous remercier toujours pour tous les commentaires que vous nous faites sur Apple Podcast. Et on va lire le dernier en date. Le dernier en date, c'est de Bébert la Panthère. Déjà, on salue l'originalité du pseudo qu'on aime beaucoup. Et du coup, Bébert la Panthère nous dit « Un podcast qui se mange sans fin ». Et ben voilà, simple, concis mais efficace. Merci beaucoup, ça nous touche, ça nous fait vraiment plaisir à chaque fois que vous mettez des commentaires. Et sinon, aujourd'hui, l'épisode que vous allez écouter sans fin, c'est avec Nicolas Bernardet et c'est avec Clémence Méran-Freinet que je vais vous laisser. Oh, vous avez vu la rime! N'hésitez pas à écouter ma mixtape de rap qui sortira le 19 octobre. Lol, allez Clémence, à toi. N'importe quoi Vincent. Bon, un peu de sérieux parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec Nicolas Bernardet. J'avoue que je suis un tout petit peu fan et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, il y a 5 ans, j'ai fait un cours de brioche avec lui. D'ailleurs, il donnait le cours en personne et c'était la première fois que j'entrais dans un labo professionnel de pâtisserie. Et franchement, c'est un des trucs qui m'a incité à passer mon CAP à Ferrandi. Du coup, c'était vraiment particulier pour moi de revenir. Et en plus, je trouve qu'il a une démarche super intelligente vis-à-vis de l'écologie, de la planète, de la manière d'éduquer le consommateur avec ses cakes, les gâteaux de voyage et les pâtisseries du samedi. Mais tout ça, on va vous l'expliquer dans l'épisode. En gros, pour moi, c'est un des chefs les plus visionnaires, tout simplement. Voilà, tout simplement. Du coup, je suis trop contente. Mais on vous laisse découvrir ça. Voilà, on vous laisse découvrir pourquoi est-ce qu'il est si visionnaire. Et puis nous, on vous retrouve en fin d'épisode. Salut. Ah, il m'a tapé les fesses, il est fou. Parfait. Et ça commence bien. Bon, vas-y Clémence, à toi l'honneur évidemment. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nous, ça va très très bien puisqu'on vient de visiter les laboratoires de Nicolas Bernardet à la Garenne-Colombe. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et aujourd'hui, on est particulièrement ravis. Bon, je dois dire que je suis super contente d'être là pour enregistrer pour plusieurs raisons. Déjà, Je suis aussi super content, mais j'avoue que Clémence, il y a un truc spécial pour elle. Non, mais j'avais fait un cours de brioche ici il y a des années et ça m'avait donné envie de passer mon CAP pâtisserie quand même. Mais je dois aussi dire que je trouve, Nicolas, que t'es un visionnaire, que ta vision de la pâtisserie du samedi, des cakissimes, des gâteaux de voyage, tout ça, c'est vraiment, pour moi, la pâtisserie. Enfin, c'est même pas la pâtisserie de demain, c'est la pâtisserie d'aujourd'hui, sauf que t'as un peu débuté ça il y a 10 ans, donc... C'est ça, on était un peu avant-gardiste il y a 10 ans, mais ce qui est bien, c'est que c'était un rêve tout d'abord. Ce rêve de faire des cakes, eh bien, j'en parlais avec mon ami François Levé, avec qui j'ai fait l'armée, qui travaille chez Le Nôtre, et il me disait, toi, t'as réussi parce que en 86, quand on était à l'armée à Duplex, tu me disais, je veux faire des cakes, je veux faire des cakes. Et là, en 2011, on ouvre la société et on fait du cake. Qu'on a commencé à appeler du cake. Ensuite, tout le monde a appelé le cake, donc on est passé au gâteau de voyage, tout le monde a suivi à appeler gâteau de voyage, et maintenant nous on s'est dit on va se différencier parce qu'on était, on va dire qu'on était, on a ouvert la voie, donc on va pas appeler ça des cakes ni des gâteaux de voyage, on va appeler ça des cakissimes. Pourquoi des cakissimes? Parce que dans le mot cakissime, d'ailleurs c'est un mot déposé, cakissime parce qu'il y a le mot cake et il y a le mot kiss parce que nos gâteaux sont doux comme des baisers. Voilà, ça c'est la petite histoire que j'avoue, il nous l'avait un peu raconté avant d'arriver. Je me suis dit, il faut absolument qu'on enregistre ça parce que je trouve ça incroyable. Et c'est quoi ta définition du gâteau de voyage ? Pour moi, le gâteau de voyage, c'est quelque chose. Moi, je suis pâtissier voyageur. Donc, le pâtissier voyageur, forcément, il fait des gâteaux qui voyagent. Et comme on voyage, eh bien, c'est quelque chose qu'on prend, qu'on emmène dans le métro, qu'on peut manger dans un pique-nique, on peut prendre le train. Et voilà, donc c'est ça le fameux gâteau de voyage. Il s'emmène, pas besoin de le mettre au frigo. On peut le couper, ça se mange à n'importe quelle heure. Petit déjeuner, à 10h, au déjeuner,
au goûter, le soir, c'est quand on veut. Non-stop. En fait, Non-stop. j'ai l'impression que c'est le gâteau sans tous les inconvénients qu'on peut retrouver un peu dans certaines pâtisseries, parce que le transport c'est compliqué pour certaines pâtisseries un peu fines, la conservation, etc. Donc là, en fait, toi, t'as fait le choix d'enlever toutes ces contraintes et t'as abouti au gâteau de voyage, en fait. Alors, on a abouti au gâteau de voyage, mais tous nos gâteaux de voyage, on leur met des compotés, on leur met de la ganache, on leur met des gourmandises à l'intérieur. Ouais, il y a quand plein de même surprises. Il y a plein de surprises. Un joli décor aussi. Un joli décor, donc on les a travaillés comme des entremets, C'est ça. décorés comme des gâteaux, mais en plus, le grand avantage, c'est que si on les met pas au frigo, il n'y a pas de problème. Donc on a travaillé avec un petit peu la W de la chocolaterie, donc pour pas qu'il y ait des moisissures, pour pas qu'il y ait des transformations, pour pas que ça rancisse vite. Donc on fait très attention à tout ça. Et pour nous, ça a été vraiment une super démarche parce qu'il y a beaucoup de calculs qu'il a fallu faire pour pas qu'il y ait de moisissures. Et parce que ça, forcément, dès qu'on travaille sur du produit frais, comme une framboise fraîche, au bout de 2 jours, si on la met pas au frigo, il y a forcément 2-3 jours, il y a des moisissures qui apparaissent. Donc sur un gâteau de voyage qui se garde 5 jours, 6 jours, 8 jours, on est forcément obligé de travailler et de s'adapter avec la conservation. Ouais, c'est très Ah, bah technique. oui. C'est très technique, Et tout à d'ailleurs, fait. c'est vrai que quand on entre dans ta boutique, ce qui interpelle, c'est qu'il n'y a pas de vitrine réfrigérée. Et ça, quand même, c'est pas commun. Oui, alors si on a une vitrine réfrigérée où on met les entremets du samedi, mais est-ce qu'on en a réellement besoin? Parce que là, on en pose un en vitrine qui est présenté avec le Covid et tous les gâteaux sont conservés au réfrigérateur dans l'arrière-boutique. Et là, du coup, t'as dit quelque chose, tu as parlé de la pâtisserie du samedi. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose que tu fais un peu depuis que t'as ouvert, finalement, où on te prenait un peu pour un fou au départ, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose de... Il y a différentes boutiques qui font des gâteaux que le week-end. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce pari, de cette démarche, de pourquoi ce choix de ne faire que des gâteaux le week-end, le samedi? Alors tout d'abord, Sur commande. sur commande. Alors tout d'abord, nous, on a ouvert il y a 10 ans. Au départ, nous étions 3. On doit être 19 à l'heure d'aujourd'hui. J'ai des collaborateurs qui sont extraordinaires. Je dirais même que c'est la meilleure équipe de toute la galaxie, finalement, Ouais. et de l'univers réuni, Ça d'ailleurs. fait beaucoup. Non, parce que moi, je suis le capitaine du bateau, mais que je pourrais pas conduire le bateau s'ils n'étaient pas là, et que vraiment, je les remercie en centuple, parce que c'est grâce à leur cœur qu'on arrive à faire vibrer les cordes de l'arc et les cordes du violon, et c'est pour ça qu'on fait une jolie mélodie. Et la mélodie, elle n'est faite que de 7 notes de musique. Mozart, il a fait de la musique seulement avec 7 notes. Nous, on a du chocolat, du café, voilà, on a plusieurs notes à notre arc, mais surtout la joie, la bonne humeur et une équipe fantastique. Donc dessus, je rebondis sur le gâteau du samedi. C'était d'abord la première question qui m'a été posée. Et le gâteau du samedi, c'est arrivé, c'est que au départ, j'étais pas nombreux, parce qu'on a commencé, on était 3. Il y avait mon épouse en boutique, il y avait une stagiaire mexicaine, Maria, et moi-même au laboratoire. Et là, on donnait des cours le samedi, on faisait les macarons, on faisait un peu de chocolat, on faisait un peu. On se disait, mais il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, quand les gens rentraient dans la boutique, ils demandaient des gâteaux, mais il n'y avait pas de gâteaux. Donc rentrer dans une boutique, une pâtisserie sans gâteau, c'est compliqué. Donc il n'y avait pas de petits gâteaux, ça j'ai jamais voulu en faire. Je sais pas les faire, donc j'en fais pas. Non, c'est une plaisanterie. Je sais même pas si on a dit que Nicolas Bernardet était meilleur ouvrier de France. Oui, voilà. Bon, je pense qu'avec ce titre, les petits gâteaux, c'est quelque chose qui peut être possible. Ouais, mais c'est pour ça. Moi, je voulais pas une pâtisserie classique. Je voulais une pâtisserie complètement qui sort de l'ordinaire. Donc, ouais, on a travaillé sur les confitures, on a travaillé sur des sels qui sont parfumés. Alors, comme je disais, j'aime pas le mot aromatisé parce qu'on a l'impression qu'on met des gouttes de perlimpinpin. Non, c'est fait avec des zestes. C'est vraiment fait avec des produits nobles qui sont mélangés. Donc, on a vraiment une partie épicerie comme ça. Et la partie épicerie, c'est ce qui a commencé à faire notre identité. Et pas de petits gâteaux. Et on s'est dit, on va lancer un gâteau unique le samedi. Parce que déjà, on n'était pas nombreux et je pouvais pas me permettre de faire plusieurs sortes de gâteaux. Et on s'est dit, ça c'était une idée originale d'Isabelle, mon épouse, qui a dit, si on faisait un seul gâteau, on va essayer un seul gâteau. Un gâteau unique, il faut préciser, qui change tous les samedis. Ouais. Un gâteau différent chaque samedi. Alors c'est un gâteau différent chaque samedi, dans lequel on va se fournir avec le marché, avec des producteurs locaux du marché. C'est-à-dire qu'on a un producteur qui vient de Blois, donc c'est 120 bornes. On a à côté de Beauvais, quelqu'un qui nous produit aussi des fruits, des légumes. Et on a une dame qui est dans le 95, qui nous vend tout ce qui est pommes, poires, les fraises, les groseilles à maquereau, abricots. Voilà. Donc on se sert vraiment sur le marché. Je ne vais jamais à Rungis. Et c'est comme ça qu'on travaille, avec du local, le plus en plus local. Et donc on a fait ça. Le gâteau du samedi, c'est avec
on s'aide avec les producteurs, donc qui nous produisent, là, on est au mois de février, on m'a demandé combien je voulais de kilos de fraises, donc là, le producteur m'a réservé des lignes dans ses champs, où il va nous planter des pieds de fraisier pour nous. Tu peux dire combien ? Combien de quoi? Combien de de pieds? pieds? On doit être pas loin de 500 pieds. Voilà. 500 pieds de fraises. Pour donner un ordre d'idée. On est à 500 pieds de fraises et ça va nous permettre d'avoir des fraises tout au long à partir du mois de mai, mai, juin, juillet et après il y aura les dernières remontantes qui vont arriver en septembre et donc de mai à septembre on va avoir des fraises par notre producteur. Trop bien. Et c'est bien, donc ça c'est vraiment chouette. Et ça c'est l'idée du gâteau du samedi. Donc un gâteau unique qui change toutes les semaines avec une forme, une texture. Ça peut être une tarte, ça peut être en pleine saison des abricots, ça peut être une tarte aux abricots, miel et romarin. On peut retrouver, quand c'est les périodes des fraises, notre producteur fait de la rhubarbe. On peut monter un fraisier, fraise rhubarbe. On peut faire une tarte fraise rhubarbe. On peut faire voilà. Et ça c'est génial, c'est qu'on a la créativité. Et donc faire un gâteau qui change toutes les semaines, ça veut dire que on n'a pas de gâteau, mais on fabrique au moins une 50aine de gâteaux différents tous les ans. Donc et ça c'est un gros challenge. Et puis en fait on a la liberté de suivre ses envies du moment. Alors si vous avez un gâteau du samedi qui vous plaît pas, on a aussi notre carte de dessert comme les millefeuilles, Saint-Honoré, Paris-Brest, des grands classiques de la pâtisserie française qui sont mis à disposition si vous commandez 48 heures à l'avance. Ouais. Mais je disais aussi même pour vous. C'est-à-dire que vous vous ennuyez pas? Ah non, on s'ennuie pas, non. C'est pas possible de s'ennuyer. Parce qu'en fait, l'inspiration, finalement, vu comment tu décris le gâteau, c'est vraiment l'étal du marché en fonction de l'année. Et là déjà, t'as les bases de ton gâteau, finalement. C'est ça. Et ce qui est très drôle, c'est que des fois, il y a des gens en plein mois de décembre qui viennent nous voir, on dit, vous pouvez pas faire une tarte aux fraises? Non, ça, c'est pas possible pour nous. Parce qu'il n'y a pas de fraises en ce moment. Et les gens nous disent, oui, mais il y en a sur certains marchés, on en trouve à Monoprix, on en trouve là. Et je dis, oui, mais là, c'est pas possible pour nous. On peut pas, on est obligé de suivre les saisons. On suit vraiment les saisons. Oui, ici, messieurs, dames, on suit les saisons. On n'utilise que des colorants naturels faits à partir de poudre de légumes, c'est ça? C'est ça. Donc, les macarons ne seront pas flash comme on peut avoir l'habitude. Mais ce que je trouve bien en fait dans la démarche finalement globale, c'est qu'on éduque les consommateurs. Ça peut surprendre au début de ne pas avoir de vitrine avec des petits gâteaux. Ça peut surprendre finalement toute cette histoire autour des cakes qui sont bien plus que le cake au chocolat que vous vous imaginez classique. Ici, on a des inserts, c'est ce que tu disais, des compotés, des ganaches, une déco, parfois du glaçage rocher ou peu importe. Donc c'est vraiment un décor gâteau. Et maintenant, c'est devenu normal. Enfin, c'est devenu... Les gens viennent dans notre boutique et viennent pour nous acheter un Cakissime, une boîte de chocolat ou des tablettes de chocolat, un pot de confiture. Une autre personne passe derrière, vient nous acheter un sel aux 8 poivres avec du poivre de Malabar, poivre de Séchouane, baie rose, poivre de Jamaïque et tout ça. Donc, ils viennent, nous achètent un sel aux 8 poivres. C'est génial. Et la personne repart juste avec un sel aux 8 poivres et une tablette de chocolat, par exemple. Donc, ou un vinaigre à la framboise. Donc, voilà, on est pâtissier. Mais comme j'ai travaillé pendant 6 ans en cuisine, j'ai regardé comment les cuisiniers travaillaient. C'est très intéressant. Ils travaillent complètement différemment de nous. Eux, ils sont plus dans le feu, ils sont plus dans l'action, dans le direct. On zeste un citron, on le met avec un peu de sel. Hop, on saupoudre ça sur des langoustines. Et c'est un sel au citron pour des langoustines. C'est vraiment chouette. Donc moi, je me suis nourri d'eux et j'ai été, comme une vraie éponge. C'est-à-dire que je me suis nourri comme une éponge. J'ai absorbé tout leur savoir. Et en même temps, maintenant, je deviens leur miroir, leur reflet. Et avec tout ça, on a réussi à faire tous les sels, les sucres qui sont là, les vinaigres. Mais tout est fait maison, c'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, tu nous disais que même vous faisiez même ici même du sel fumé. Oui, on fait du sel ici. C'est ça, le sel fumé. Donc vraiment, vous avez une panoplie énorme. Parce que le sel fumé, on peut le fumer avec ce qu'on veut. Donc on a une petite pipe à fumer avec un tube, on met ça dans un sac, on met le sel et après on fume avec de la cardamone, du bois de rose, de la cannelle. On fait un petit feu et après on fume notre sel comme ça. En fait, tu t'amuses quoi. Ouais, je trouve que c'est vraiment sympa de s'amuser parce que ça change tous les jours. Bah oui. Je trouve que c'est un métier, on s'ennuie pas. C'est un métier où on est en même temps chimiste parce qu'il y a tout un tas de réactions avec le gras, l'eau, les émulsions. Donc on s'embête pas. Et puis ici, si vous regardez les confitures, ça fait partie de la confiserie. Il y a tout ce qui est confiture, les caramels, les guimauves. Il y a tout ce monde de la confiserie. Il y a le monde du salé.
avec les sels aux 8 poivres. On fait des cakes salés aussi. Donc, c'est le monde du salé. On a le monde du chocolat. Et à chaque fois, on a une rigueur qui est différente dans chaque monde où on rentre. C'est ça qui est incroyable. Et comment est-ce que tu te définirais? Parce que pâtissier, ça suffit pas pour tout ce que tu fais. Moi, Ouais. je sais pas, marchand de bonheur ou pâtissier voyageur, ou je sais pas comment on pourrait se définir. Pâtisserie voyageur, du moins, sur ton calendrier de l'Avent, justement d'il y a 2 ans, je sais pas si le design est resté le même l'année dernière. Non, il change y avait tous les ans. écrit, justement, pâtisserie de voyage ou quelque chose comme ça. Pâtissier voyageur. Ouais. Pâtissier voyageur, ouais, en fait, il y avait écrit ça. Parce qu'il y a quand même un sacré pied dans le monde du salé aussi. Oui, parce que dans le monde du goût, quoi, de manière générale. Monde du goût, parce que le monde du salé, faut pas oublier que le pâtissier au départ, il vient du monde du salé. Le pâtissier, c'était l'homme qui mettait la pâte autour des quiches, qui mettait le pâté dans la pâte. C'était ça le pâtissier. Donc, et les entremets, c'était entre les mets au Moyen-Âge. C'était ce qui se donnait entre les mets. Ouais. Donc, c'était pas des gâteaux, c'était des pruneaux, c'était des fruits, c'était des marmelades, c'était des compotés, c'était de la cannelle, c'était des épices, tout ça. Donc ça, c'était les entremets. Et ensuite, maintenant, on est passé à l'entremet, c'est un dessert. Mais l'entremet, à la base, c'était entre les mets au Moyen-Âge. Ouais, puis il y a aussi cet aspect chimiste que tu as évoqué, où tu nous as dit, avant qu'on commence l'enregistrement, que aujourd'hui tu avais une recette de ganache assez fabuleuse que j'avoue qu'on a eu l'occasion de goûter. Elle est vraiment fabuleuse, même à travailler, etc. Tu la sors du frigo, déjà elle est top, et où tu as mis 2 ans à la travailler, Et à la mettre au point. Ouais. Donc ça, en effet, il y a vraiment un aspect vraiment chimie hyper important. Oui. Il y a un aspect chimie parce qu'on est toujours dans le gras et dans l'eau. Et eau et gras, ça va pas du tout ensemble. Et il faut faire en sorte que par la texture, par la chaleur, arriver à que tout s'unisse et que ça ne se sépare pas surtout. C'est ça le problème. C'est ce que eau et vinaigre, quand on met par exemple huile et vinaigre, ça se sépare au bout d'un moment. On secoue, mais ça se sépare. Et donc là, quand on travaille toujours avec de l'eau et du gras, forcément, à un moment donné, ça veut se séparer. Donc il faut trouver la solution pour pas que ça se sépare. Et c'est ça qui est génial. Donc voilà, en fait, on voit bien que dans tes journées, il y a une panel de métiers finalement que tu pratiques pour au final procurer un peu de plaisir aux gens. Ouais, mais tu es en même temps chef d'entreprise, donc tu dois gérer tes collaborateurs, tu dois gérer la production, tu dois gérer le boitage, tu dois gérer l'innovation, tu dois gérer en même temps la banque, les interviews. Ça prend du temps. Et répondre aux mails, donc plus la créativité. Ouais, tu dois je m'ennuie pas réfléchir du à tout. une organisation pour ton labo, parce que tu nous as fait une petite visite. Moi, il y a une organisation qui m'a bluffé, et c'est vraiment toi et ton expérience qui a réussi à mettre tout ça au point. Il faut qu'on explique, il faut qu'on donne quelques exemples. Par exemple, les plans de travail sont sur roulette. Les plans de travail sont sur roulette, il n'y a que des plaques à induction qui sont mobiles. En fait, beaucoup de mobilité. Tu as cherché à avoir énormément de mobilité dans tes laboratoires pour optimiser l'organisation. Et les prises électriques au plafond, comme ça c'est facile à attraper, tout est modulable. On peut se mettre en îlot, on peut mettre qu'une seule table. Au revoir monsieur, au revoir. On peut mettre un îlot qu'une seule table, on peut mettre 2 tables, 3 tables, on peut le mettre en L, en T, on fait ce qu'on veut, en U, on fait ce que l'on veut. Et ça c'est très très intéressant. Et ce que tu as bien rappelé, c'est que tes labos du coup ont 10 ans. Mes labos ont 10 ans. Les labos que quand tu as ouvert. Oui, c'est ça. Alors moi, il y a une question que je veux poser, parce que depuis le début, on dit que tu es un peu en avance, ou que tu as une vision d'avant-garde, et que finalement, les paris fous que tu prends à un moment donné deviennent presque la norme des années plus tard. C'est quoi la pâtisserie de demain? Vers quoi on va? Mais ça, je peux pas en parler maintenant parce que je suis en train d'y travailler. Non, ce que je pourrais dire dans la pâtisserie de demain, ma maman est cœliaque. Cœliaque, c'est qu'elle est allergique au gluten. Ça fait 30 ans, 35 ans qu'elle a mal au ventre et elle est diabétique. Donc moi, ça fait 2 choses que depuis des années, je travaille avec le minimum de sucre. Et puis, on travaille de plus en plus sans gluten, parce que le sans gluten, c'est bien, parce que déjà, j'ai envie que ma maman mange mes gâteaux. C'est très important. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, tout ce qui est vendu ici, ce sont des choses que j'aime manger. Donc, on trouvera pas de choses à base de noix, parce que les noix ne m'aiment pas. Parce que j'ai des aftes, donc je pourrais pas manger des gâteaux à base de noix, donc il n'y a pas de gâteau à la noix ici. C'est pour ça que j'appelle ça des gâteaux à la noix. Tout simplement. Et là, je peux pas en manger, donc il y en a pas. D'accord. Et il y en aura jamais. Parce que je peux pas donner un gâteau que je ne pourrais pas goûter à mes clients. Donc voilà. Après, ici, on travaille qu'avec des noisettes du Piémont. Ça coûte une blinde, la noisette du Piémont. Ça coûte 2 fois plus cher que les noisettes de Turquie. Mais on veut absolument manger de la noisette du Piémont, même si c'est très cher, parce qu'il n'y a rien d'égal au niveau gustatif. Voilà. Donc, je pourrais
mettre de la noisette de Turquie. J'aurai 2 kilos de noisettes pour le prix d'1 kilo de noisettes du Piémont. Je pourrais rajouter 2 kilos de sucre sur une préparation. Donc, vous imaginez le volume en plus. Ce qui me casserait mon cos. Mais non, c'est pas ça du tout qui m'intéresse. Parce que là, je pourrais pas manger ces gâteaux-là parce que pour moi, ils seraient pas bons. Donc, ça m'intéresse pas. Par contre, tout dans la qualité. Avec des bons chocolats, des bons sucres, des bons... voilà, tout ce qui fait des bons gâteaux, du bon beurre, AOC. En fait, tu essaies de te satisfaire comme si tu étais ton premier client, finalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mange quelque chose, j'ai envie de me faire plaisir, surtout. Voilà. Et quand vous avez goûté les caramels, on s'est dit à chaque fois, ouais, c'est bon, on a goûté les macarons, c'est bon, le chocolat, c'est bon. Non, la madeleine, il faut parler de la madeleine. La madeleine, incroyable. Mais et moi, j'avais le souvenir où, malheureusement, je n'ai pas pu le goûter, mais tu as dit que tu faisais un peu de salé, des cakes salés. Je sais que cet hiver, je crois au mois de décembre ou novembre, tu as fait une sorte de cake raclette qui avait l'air incroyable. Et là, moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais quel plaisir. Enfin, je sais pas quel... Je sais pas par quelle idée je me suis dit... Tu me l'avais envoyé. Mais oui, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et là, tu vois, quand je t'entends parler, je me dis, mais oui, en fait, je vois très bien comment tu arrives à cake a réussi à... Ou comment ça aboutit, parce que, en fait, t'as juste dû t'amuser. T'as t'amuser, ça devient génial. Ce qui se passe, c'est que moi, je pense que mes collaborateurs, il n'y a pas de poste au four, il n'y a pas de poste au macaron, il n'y a pas de poste comme ça. Tout le monde fait tout. Okay. Tout le monde fait tout avec un système de... Il y a toujours un leader qui encadre une équipe de 3 personnes à peu près. À chaque fois, on se répartit par 2 ou 3 personnes. Vous avez pu voir au labo, ça marche comme ça. Ensuite, il y a toujours un leader, il y a un médium et il y a un apprenti ou un commis qui est là. Et l'avantage de ça, c'est que chacun travaille avec son cœur. Et en plus, quand on travaille le gâteau du samedi ou les nouvelles créations, eh bien, on fait ça, en général, c'est le mercredi après-midi. J'y tiens parce que le mercredi après-midi, c'est la journée des enfants. C'est important, c'est que des symboles. Donc, la journée des enfants, c'est important. Et on se retrouve tous. Donc, on dit, voilà, on va travailler les gâteaux du samedi, on va travailler de nouvelles idées. C'était le mercredi. Chacun vient avec son papier, son crayon, et tout le monde a le même temps de parole. Que ce soit un apprenti, un commis, un ouvrier, un premier commis, un chef de partie, tout le monde a le même temps de parole. Okay. Tout le monde prend sa feuille et on commence. Et donc moi, je suis le maître de cérémonie et je dis voilà, un tel prend la parole, explique-nous ton gâteau. Et il nous explique son gâteau. Le gros avantage de ça, c'est que la personne, elle nous l'explique. Alors nous, on aide, quand il y a des apprentis, on les aide. On dit ouais, mais si on fait ça, ça va peut-être moins bien marcher. Donc on explique en même temps. Et tu vois quelle crème, et tu vois quel glaçage, et tu vois quel biscuit, quel croustillant, et voilà. Et on assemble, en discutant tous ensemble, on assemble et on crée notre gâteau. Le gros avantage de ça, c'est que tout le monde, quand on se retrouve le samedi, eh bien, quand c'est un apprenti qui est là, qui a créé son gâteau, ou un chef de partie ou un commis, eh bien, il est très fier parce que c'est son gâteau qui passe en boutique. Donc c'est ça qui est important. Et ça fait que tout le monde respecte le travail de l'autre. Parce que forcément, un jour, c'est son gâteau qui passe. Donc, s'il y en a un qui fait pas attention, et comme je dis, c'est que chaque emplacement où chaque personne se situe, s'il y en a un qui commence par mettre du glucose sur le carton, eh bien, il sait que le glucose, il faut pas qu'il déborde parce qu'on va se retrouver avec un carton sale. Et s'il y a un carton sale, si on donne un coup de serpillière dessus, un petit coup de lavette ou un truc comme ça, eh bien, ça va faire des traces. Donc, on fait en sorte que le point de glucose soit parfait. Donc, la personne qui fait le point de glucose, eh bien, elle est aussi importante que la personne qui met l'étiquette de la signature. C'est aussi important que la personne qui va pocher, c'est aussi important que la personne qui va glacer. Et pour moi, je donne autant d'importance à la personne qui va mettre un point de glucose sur un carton que la personne qui va glacer le gâteau. Parce que si le point de glucose n'est pas bien fait, le gâteau bien glacé, il va dégager. Donc tout est important. Et ça, on a réussi à mettre ça en œuvre au niveau du laboratoire. Donc ça amène la rigueur. Ça amène aussi la réflexion. Ça amène aussi le fait que chaque personne s'épanouisse. Parce qu'elle crée quelque chose et on est tous là pour dire oui, mais ça va mieux marcher si on faisait comme ça, tel décor et tout ça. Et ça, c'est vraiment très sympa. Ça, c'est chouette. Je trouve que c'est un très bel exemple de management. Enfin, c'est de réussir à ce que tout le monde soit mobilisé et que tout le monde se sente autant concerné, peu importe le poste ou la place dans les hiérarchies. Je trouve que c'est un très très bel exemple de management. C'est-à-dire que nous, tous les mardis matins, quand on se réunit, on explique le mardi matin, il y a un briefing qui dure après une demi-heure avec toute l'équipe, où on va expliquer le travail de la semaine, le gâteau du week-end, qui commence plutôt à tel jour et tel jour. Voilà, on marque les noms, comme ça, tout le monde sait où la place qu'il a. Et ensuite, on décrit le travail de la semaine avec tel jour on va faire ça, tel jour on va faire ça, tel jour on va faire ça. Et ensuite, tous les matins, comme tout le monde sait ce qui va être fait tout au long de la semaine,
eh bien on le marque au tableau et on dit voilà. Et là on définit les équipes. Qui veut aller au chocolat? Qui veut faire ça? Et c'est pas, moi j'impose pas, c'est qui veut le faire. Alors, ouais. ouais. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, tu as un labo de chocolaterie, un labo de pâtisserie, mais tu ne dissocies pas les deux. C'est vraiment toute l'équipe qui va être répartie en fonction du jour de la semaine, comme tu l'expliquais, en fonction des envies aussi de chacun. Ça, c'est top. Alors, c'est par rapport aux envies de chacun. Alors, évidemment, c'est toujours dans le système. Il y a toujours un leader, Oui. il y a toujours un médium, et il y a toujours un apprenti ou un commis. Tout le temps, toujours la même phase, comme ça. Et ça peut toujours changer. Ça veut dire que un jour, on peut être au macaron. Un jour, on peut être au chocolat. Un jour, on peut être au four. Un jour, on peut être au moulin. Non, pas au moulin, parce qu'il n'y en a pas. Mais voilà, c'est ça. On définit. Et chacun se dit, moi, j'aimerais bien être là aujourd'hui. Parce que quand la personne dit, j'aimerais bien être là, ça veut dire qu'elle a envie de le faire. Si elle a envie de le faire, elle va le donner 200% d'elle-même. C'est ça qui est intéressant. Oui, ça c'est comment écouter son équipe et faire qu'elle se sente mobilisée et responsable. Et ce qui est intéressant dans ce que tu nous expliquais juste avant et que je tiens à ressouligner ici, c'est que parfois on peut être leader en chocolat par exemple et médium au four. C'est ça. Et donc en fait, à chaque instant, on a une possibilité de progresser et d'avoir son moment aussi de spécialité. Et ça évolue. Et ça évolue, c'est-à-dire qu'un leader dans le chocolat n'est pas forcément un leader quand on fait les galettes des rois avec la farine. Parce que c'est de la farine. Donc à chaque fois, c'est ça qui est important, c'est que c'est une remise en question de chacun. Et moi, meilleur ouvrier de France, élu meilleur chef du monde et tout le bazar, moi, eh bien tous les jours, je me remets en question aussi par rapport à mon équipe et ça m'arrive de faire comme tout le monde des âneries et ça m'arrive comme tout le monde de faire des choses qu'il faut pas. Et c'est très bien parce que ça remet vraiment en question. Et au contraire, des fois, moi, je pose tiens, comment tu ferais ça? Là, par exemple, Gaël Ménard, qui est mon responsable de laboratoire, il est en vacances là, mais Gaël a, par exemple, beaucoup travaillé sur différentes sortes de pâtes sucrées. Il me dit, moi, je veux faire absolument les pâtes sucrées. Ok, donc il a essayé les pâtes sucrées. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors après, on essaye sur le sablage, le crémage. Si on met reposé, si on met une farine torréfiée, si on met pas de farine torréfiée, pas de poudre d'amande, poudre de noisette. Donc voilà, je sais pas combien de sortes de recettes de pâtes sucrées. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais fait l'expérience avant aussi pour savoir. Et après, je lui dis, mais alors, qu'est-ce que tu en penses? Et souvent, on rapproche que moi j'ai trouvé ce que lui a trouvé, et souvent on trouve à peu près la même chose. Donc ça, c'est intéressant. Lui, il a fait beaucoup de recherches aussi sur le praliné, le travail du praliné, et c'est pareil. Et souvent, je lui dis, tu vois, moi aussi j'ai fait les essais, et tu vois que si on travaille comme ça, c'est pour ça que j'en ai obtenu que l'on travaille comme ça ici au laboratoire, parce que d'après mes essais, c'est mieux comme ça. Alors après, il y a le praliné de concours, comme on pourrait appeler, et puis il y a le praliné de production. Donc c'est deux choses encore différentes, quoi. Évidemment. Bien sûr, il y a ce qui est réalisable dans le cadre d'une organisation d'une entreprise et puis avec les impératifs, les délais, la conservation de la production. Et d'ailleurs, j'ai peur de dire une bêtise, mais en gros, tu as dit que la semaine débutait le mardi et on a parlé de la pâtisserie du samedi. Est-ce qu'on est d'accord que ta boutique est fermée le dimanche? Elle est fermée le dimanche. Parce que tu voulais? Parce que c'est quand même aussi assez rare pour une pâtisserie, il faut le souligner, d'être fermée le dimanche. Alors pourquoi? Parce que j'ai 2 enfants. Que j'ai ouvert il y a 10 ans et que mes enfants étaient en bas âge à l'époque. Maintenant, ils ont grandi. Il y en a un qui est presque plus grand que moi, donc on va dire quelques millimètres. Il est encore plus petit que moi à quelques millimètres, donc je tiens mes quelques millimètres. Et donc oui, on a voulu rester fermé le dimanche pour la simple et bonne raison que j'adore ce que je fais, mais en même temps, voir grandir ses enfants, c'est super important. Et en même temps, pendant très longtemps, j'ai bossé le dimanche. Et d'ailleurs, quand on bossait le dimanche, il fallait commencer à 3h, ce qui veut dire qu'il fallait partir de la maison à 2h, ou 2h15, ou 2h30, ça dépendait. Et ça veut dire qu'il fallait se coucher, il fallait se lever à 1h30, ça veut dire pas de vie. Et le dimanche après-midi cuit, on faisait dodo. Et voilà. Et moi, j'ai pensé aussi, c'est que si je veux garder mes collaborateurs, il faut aussi penser à avoir une vie comme un peu tout le monde, même si des fois on commence plus tôt et que quand on commence à 5h du matin, pour certains dans l'équipe, ça pique, se lever à 5h. Mais on a notre dimanche. On a notre dimanche lundi. Alors on est ouvert. On doit être ouvert 3 ou 4 dimanches dans l'année, entre Noël et 1er janvier, à Pâques, le dimanche de la fête des mères, voilà, c'est tout. Sinon, on est fermé et mes collaborateurs ils sont contents parce que le samedi soir, on peut faire la fête comme tout le monde et le dimanche matin, se réveiller à 10h et aller chercher une brioche ou manger une brioche Nicolas Bernardet au macaron, un truc comme ça, quoi, une gourmandise du week-end. Ouais, en fait, t'as pas voulu, parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, dans ce métier, qui demande énormément d'énergie, énormément de temps. Et de sacrifices. Il y a aussi un décalage, dû à ça demande des sacrifices dû à ce décalage de rythme de vie. Mais toi, t'as fait ce choix
de t'investir énormément dans ton métier, parce qu'on voit que tu es quand même énormément investi, mais tu veux pas non plus délaisser ni la tienne, ni celle de ton équipe, délaisser la vie perso, quoi, de ton équipe. Ouais, mais la tienne. dans mon équipe, j'ai des collaborateurs, ça fait 7 ans qui sont avec moi, 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans. Mais en Donc effet, voilà. c'est peut-être ce qui est... Ah, punaise, je vais pas y arriver. C'est peut-être ce qui explique ça, parce qu'en effet, c'est un milieu où il y a un gros turnover, mais toi, on voit qu'il reste un peu plus sur le long terme. Ouais, mes collaborateurs ils restent sur le long terme et bah, c'est bien parce que des collaborateurs qui restent sur le long terme, ça veut dire que bah, ils se sentent bien dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils y trouvent leur idéal et en même temps, bah, ça fait qu'on n'a pas besoin de répéter toutes les semaines quand il y a un nouveau qui arrive. Ça va, c'est difficile de répéter tout le temps. Donc Puis la confiance en fait dans une équipe, de savoir que tu peux compter sur eux, qu'ils comprennent ta manière de travailler, que du coup les idées qu'ils vont proposer iront forcément dans l'ADN de ce que tu souhaites proposer. La confiance ne se bâtit pas en un mois. Non, pas en un mois, ni en une année, mais c'est des années de travail là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que moi aussi, j'ai vraiment changé depuis que je me suis installé, parce que il y a 10 ans, je me suis installé, je commençais le matin à 3-4 heures et je finissais le soir à... Mon impératif, c'était partir au moins à 18h30, parce que j'allais chercher mes enfants à l'école. Ah, Ça, c'est mon impératif, la rigueur. Mais j'étais toujours le dernier papa à venir récupérer les enfants et j'avais toujours mes 2 petits bonhommes qui étaient sur le banc de l'école, comme ça, qui m'attendaient. Donc, ils ont mangé souvent des gâteaux parce que j'arrivais à chaque fois à la bourre et j'apportais des gâteaux. Voilà, mais c'était ma rigueur. Il fallait que le soir je parte et c'était ça. Eh ben, c'est admirable, je trouve. Mais moi, j'ai une petite question, je me demande, parce que tu as une organisation, enfin, l'organisation de ta boutique est bien optimisée, tu as un concept qui marche. ah oui. Je pense que tu aurais pu avoir la possibilité d'ouvrir une seconde boutique ou un second point de vente, mais pourquoi faire ce choix de ne pas le faire finalement ? Parce que ce choix de ne pas le faire, on est déjà la Garenne-Colombe sur la place du marché. On est passé de 10 ans de 3 à 19, donc c'est pas mal. C'est une belle évolution. On a le laboratoire qui est juste au-dessus. Ça veut dire que quand on fait les gâteaux du samedi, les gâteaux sont fabriqués au fur et à mesure le samedi matin. Il n'y a pas de transport. Ça me permet de tout vérifier, de tout surveiller, d'être dans ma boutique et d'aller voir les clients, discuter avec eux. Ça aussi, c'est chouette pour moi et pour eux. Oui, on a vu ça. Tu les taquines. Ouais, on les taquine et puis je pense qu'ils aiment bien être un peu taquinés, nos clients, puis ils viennent, c'est sympa de les recevoir avec le sourire et puis d'offrir des chocolats comme vous avez pu voir là, et c'est sympa. Ok, ma foi, je trouve Donc, que c'est... Pardon, la deuxième boutique, pourquoi une deuxième boutique ou pas de deuxième boutique? C'est-à-dire et puis en plus en ce moment c'est compliqué, donc c'est sûr. j'ai été dans Paris la semaine dernière. C'est difficile, il y a beaucoup de boutiques à vendre, beaucoup de trucs comme ça. Je pense qu'il vaut mieux, je préfère scinder mon troupeau, bien le surveiller, être là comme ça. Ouais, en fait, finalement... Au revoir, monsieur. C'est totalement louable dans le sens où, en fait, finalement, les raisons que tu évoques, c'est vraiment, déjà, dans un premier temps, pouvoir garder la meilleure qualité des produits que tu proposes, C'est du ça. fait que, voilà, tout est produit au-dessus, etc. Et puis, je trouve, ce lien qui te tient à cœur, ce lien que tu veux créer avec les clients aussi, moi, je trouve ça super parce qu'en vrai, c'est hyper agréable. Enfin, je pense que personne dira le contraire, mais quand on rentre dans une pâtisserie, que tu as le chef qui nous fait une petite blague ou même une petite phrase, déjà ça apporte une autre saveur au gâteau qu'on va acheter ou à la gourmandise qu'on va acheter, c'est encore plus agréable, quoi. Ouais. Ouais, la gourmandise est incarnée et puis il y a aussi le lien avec ton équipe qui forcément si tu dois scinder l'équipe, la diviser entre plusieurs espaces. C'est compliqué. À un moment, on s'était demandé, quand on a fait le laboratoire chocolat, on s'est demandé est-ce qu'on part pas, est-ce que le laboratoire chocolat, on le met pas en dehors d'ici. Et puis j'ai préféré qu'on ait plus petit, mais ici, que plus grand en dehors, parce que ça permettait comme ça d'avoir une meilleure osmose avec toute la team. Mais il est bon aussi de savoir c'est pas se satisfaire, mais de dire là j'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé ce qui fonctionne et ce qui me permet aussi le meilleur espace de développement, mais même mental en termes de... Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. En termes de créativité et en termes de projection, et j'y reste. Je cherche pas à aller plus grand, je cherche pas à aller... Des fois, je me dis, c'est vrai que si on a 3, 4, 5 boutiques, c'est 3, 4, 5 boutiques qui ramènent plus de chiffre d'affaires. Donc, plus de chiffre d'affaires, plus de fabrication, plus de matières premières. On peut tirer les prix sur les matières premières. C'est tout un système qui vient rouler. Qu'on ait une boutique, il n'y a pas de camion.
si on a une deuxième boutique, il faut forcément une camionnette. Donc on se dit, la camionnette, faut la rentabiliser. Donc il faut au moins racheter encore une autre boutique. Après, on rentre pas dans le même. C'est plus la même chose, quoi. C'est vrai que les thématiques, les questions d'agrandissement qu'on se pose, personne n'imagine toutes ces histoires de camionnettes, de prix de matières premières. Moi, je pense que dans le milieu professionnel, on imagine bien, mais je suis pas sûre que les clients se rendent compte. Ils doivent peut-être se dire juste une boutique de plus. C'est vrai. Une boutique de plus, mais la boutique de plus, ça engendre plein de choses. Les équipes séparées, ça engendre Oui, c'est sûr. Non, mais je pense qu'on a fait un joli petit tour. Et moi, je voulais juste dire un petit truc, c'est que je pense que du coup, dans le montage, je vais laisser. Voilà, vous l'avez entendu. Donc Nicolas, durant l'épisode, vous avez entendu qu'il disait au revoir, etc. Ce qui prouve bien vraiment le lien qui te tient à cœur avec les clients qui passent, quoi, parce que on est dans une petite partie un peu en arrière de la boutique, mais il y a quand même la porte de sortie à côté. Oui, c'est vrai, on va le laisser. Je pense qu'on va les laisser parce que c'est très représentatif finalement de ce que tu veux inculquer. Moi, quand je rentre dans une boutique, et je pense qu'on est tous pareils, vous rentrez dans une boutique de fringues, admettons, vous rentrez. Déjà, il y a quelqu'un qui vous dit bonjour. Ah, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Ensuite, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Des fois, quand on veut acheter des fringues, on a envie d'avoir un temps parce qu'on aimerait bien regarder. Donc on dit, écoutez, je regarde. Je regarde. Mais les clients, ils font pareil ici. Ils rentrent parce qu'il y a des selles, des sucres, il y a des macarons, il y a plein de choses à regarder. Donc les clients, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je regarde. Voilà. On vous laisse regarder. Mais on est tous pareils. À partir du moment où on a regardé, on aime bien se faire servir rapidement. Donc il faut trouver le juste milieu, l'étincelle qui fait que la vente va se faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Carrément. C'est ça le plus important, c'est trouver au moment où les gens sont prêts à commander. Trop tôt, ça va pas, trop tard, ça va pas. Il y a un moment spécifique. Et au moment où vous prenez les gens dans le côté spécifique, ils sont contents, on s'occupe d'eux. On les a pas fait attendre. Si vous attendez trop longtemps, on dit on s'occupe pas de moi. C'est difficile. Et le fait de dire au revoir aux gens, de tenir la porte quand ils sont chargés, il y a une personne qui vient avec un landau, vous tenez la porte, c'est assez important. Au revoir monsieur, bonne journée. Et ça, pour moi, c'est très important. Parce que le dernière image, c'est on m'a dit au revoir, je suis considéré. Bonjour, bonne dégustation, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Donc voilà, ça, vous pouvez le laisser, mais je fais pas semblant, c'est naturel. Non, c'est sûr. Oui, parce que même avant l'enregistrement, déjà, on voyait que tu le faisais. Il y a un autre truc, je rajoute juste ça, c'est que tu nous disais que ce rapport direct avec les clients, ça te permettait aussi d'écouter leurs attentes et que parfois on me disait ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tarte aux figues ou quand est-ce que vous le refaites ? Et du coup, tu as ce feedback direct des envies du moment, en fait. J'ai les envies du moment. Alors c'est vrai que les envies du moment, des fois, les gens ils me disent je mangerais bien une tarte aux figues parce que c'est l'exemple que tu prenais, mais ils sont prêts à manger une tarte aux figues en plein mois de décembre. Donc ça, il faut les rappeler en même temps. Dire les figues, c'est pas maintenant. Les figues, c'est au mois de septembre. Des fois même un petit peu au mois d'août, ça dépend s'il fait chaud. De plus en plus, maintenant, les saisons sont un peu avancées, mais la figue qui était vers le 15 septembre arrive maintenant vers le 15 août ou un truc comme ça. Donc oui, ça permet de discuter avec les gens, de leur rappeler que la saison, rappeler en même temps, petite anecdote, non, nous on travaille avec les producteurs du marché, donc ça laisse passer un message. Tenez, je vais vous faire goûter ça. On a notre dernier praliné, on a notre praliné coco, vous allez voir, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Quand est-ce que vous faites la tarte citron ? Peut-être dans 15 jours. Non, ça, c'est bien. Comment vous allez l'appeler, le gâteau ? Oui, en fait, on parle beaucoup de la qualité du service finalement quand on va dans un restaurant, mais c'est vrai que quand on va dans une boutique, je trouve que ça compte aussi. Et là, tu l'as très bien exprimé et tu le fais très bien, je trouve. Là, je pense qu'on a la boucle, on a fait genre un joli petit tour, voilà, tout simplement. On va passer à nos petites questions rituelles pour terminer. Vas-y Clément, je te laisse poser la première. Alors, quel est ton premier souvenir sucré ? Mon premier souvenir sucré, c'est compliqué, mais je pense que la première chose que j'ai dû manger en sucre, c'est le colostrum. Oh là là. Oui, c'est le premier truc. C'est pour ça qu'on aime le sucre. J'ai jamais eu celle-là. Oui, ça. Mais c'est ça. Moi, j'ai été élevé au sein, donc la première bouchée sucrée que j'ai dû avoir, c'est le colostrum. Parce que c'est du lait concentré à l'état pur, avec un tas de vitamines. Donc je pense que le jour où j'ai goûté ça, j'ai dû me dire, la vie, ça doit être sucré, quoi. Alors, j'adore. On ne l'a jamais faite, mais c'est génial. Meilleure réponse. Okay, parfait. C'est parfait. Ensuite, la petite question pour en savoir un peu plus sur toi, c'est si tu avais un vœu à faire au génie de la lampe, tu frottes, là tu as le droit à, non pas 3 parce qu'on est un peu radin, donc tu en as le droit à un seul.
Waouh, c'est une question à quoi je m'attendais pas. L'argent, c'est important, mais ça fait pas le bonheur. Je pense que l'amour, ça fait beaucoup de choses. Si j'avais du génie à donner, à frotter sur la lampe, je pense qu'il faudrait que tout le monde ait encore plus d'amour qu'il y en a, et je pense que tout le monde se sentira encore mieux, quoi. Oh, c'est trop Oh là bien. là, magnifique. Encore une belle réponse. Du coup, et pour la suite, sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la santé, c'est ce qu'on a tous envie d'avoir Eh en ce ben, moment. parfait. La santé, je sais pas, qu'on retire les masques, abat les masques, et puis et qu'on se fasse un super resto, parce que moi j'ai envie de me faire des super restos, déboucher, parce que c'est ça aussi, vous allez comprendre. Une bouteille de vin le soir et déboucher tout seul, ça fait un peu alcoolo. Avec un pote, on ouvre une bouteille de vin, et ben c'est déjà le début d'une bonne soirée. C'est vrai. Donc j'aimerais bien me faire des bonnes soirées avec des potes comme on faisait avant. Et une bonne soirée, c'est pas spécialement un super resto, ça peut être un jambon beurre avec des super potes à qui on C'est adore, vrai. très bon jambon, et je parle à nouveau des matières premières, parce qu'un bon jambon, du bon pain, des bons cornichons, c'est top. Et la nourriture n'est bonne que surtout si elle est bien partagée. Et ben voilà, on terminera cet épisode Là-dessus, en évoquant qu'il nous faut beaucoup d'amour, il faut qu'on retrouve la santé et il faut qu'on retrouve Le une bonne partage. compagnie, le partage. Franchement, je pense que c'est une de nos meilleures fins là. Je pense qu'on est bien. T'as fait ça toute ta vie. La pâtisserie. Des conclusions. De donner de l'amour et du partage. Ouais, c'est important ça. Oui. Bon, très. merci beaucoup, Bah Nicolas. ouais, merci beaucoup. Merci à vous deux. Et puis à très bientôt, on espère. À bientôt pour de nouvelles aventures sucrées. Ah bah oui. Moi, je serais bien restée là toute une journée à parler, pas vous. Non, mais il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Sachez que la recette de demain va être trop cool parce que Nicolas Bernardet nous a partagé sa recette de madeleine. Et les madeleines, on les a goûtées pendant l'enregistrement, on ne vous le cache pas. Elles étaient bien légères et elles étaient surtout énormes. Ah, c'était bon. Ouais, c'était très très bon. Là, si jamais il y en a une qui traîne, je la remangerai bien. En attendant, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram, @l'envers-du-bas dessert. Vince, tu veux faire la suite? Bah ouais, parce que c'est justement sur Instagram que vous retrouverez la fameuse recette des madeleines. Vous pouvez évidemment aller sur notre site où il y a un tout nouvel article écrit par Ophélie, notre superbe stagiaire. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez évidemment vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Et enfin, mettre un petit commentaire sur Apple Podcast et 5 petites étoiles. Voilà qui va nous réchauffer le cœur. Et puis, ma foi, je pense qu'on peut remercier toujours 12 qui nous fait le mixage et la musique de tous nos épisodes. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous bisous. Bisous.